Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Olivier Maillot. Bonjour Olivier. Bonjour Hassan. Vous êtes historien, collaborateur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent à Paris 8 et membre associé du laboratoire Center for Research on the English Speaking World, le bien nommé CREW, à Sorbonne Nouvelle. Vous êtes spécialiste de l'histoire des États-Unis et notamment des Africains américains. Vous publiez de Rosa Parks au Black Power, une histoire populaire des mouvements noirs, 1945-1970, aux éditions des presses universitaires de Rennes. Ce livre traite du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, qui désigne donc la lutte pour que les Africains américains obtiennent les mêmes droits civiques que les autres, sans restriction ou limitation. Je vous propose dans un premier temps, pour nos auditrices et nos auditeurs, d'en rappeler quelques notions. Mais tout d'abord, vous reconnaissez en introduction, je vous cite, qu'il existe une certaine fascination en France pour la mobilisation des Africains américains. À quoi cela tient-il, selon vous ? Oui, bonjour. Alors merci donc pour cette invitation. Oui, je pense qu'en effet, cette partie de l'histoire des États-Unis, c'est sans doute celle qui est le plus connue en France. Il y a dans un double mouvement une fascination à la fois pour une révolte et des mouvements qui ont eu lieu dans la première puissance mondiale et qui mettent en valeur les poches de misère et les inégalités, les contradictions de ce pays. Et d'une certaine manière, la manière dont les mobilisations noires se sont déroulées, finalement, elles peuvent séduire, elles peuvent attirer et mobiliser l'intérêt de différents publics en France. Parce que d'une part, il y a les mobilisations dans leur aspect pacifique, évidemment, tout un aspect de mobilisation religieuse, parce qu'une partie du début du mouvement de droits civiques s'est portée par les églises noires. Et puis, dans un autre sens, et puis peut-être dans un autre bord politique, c'est les années du Black Power, avec des mobilisations radicales, avec toute une utilisation très importante de l'image et de nombreuses photographies qui sont devenues vraiment iconographiques, les photographies notamment des Black Panthers. Donc ce véhicule de l'image a été très important dans en fait, cette popularité des mobilisations noires en France. Et il y a aussi la concomitance, c'est-à-dire que ces mobilisations des années 50-60, elles vont être connues en France dans l'après-mai 68, et donc ça va contribuer largement à leur popularité. Ce mouvement pour les droits civiques est principalement étudié entre les années 1954 et 1965. Je vais citer quelques dates marquantes et on va voir qu'on est vraiment familier de ces dates. 1954, c'est l'arrêt Brown versus Board of Education qui déclare inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques. 1955, c'est Rosa Parks qui refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus à Montgomery, en Alabama. 1959, ce sont les 9 de Little Rock qui bravent l'interdiction faite par le gouverneur de l'Arkansas et se rendent dans une école mixte. Enfin, le 28 août 1963, c'est la fameuse marche sur Washington pour l'emploi et la liberté, durant laquelle Martin Luther King prononce son discours « I have a dream ». Et cette lutte va culminer au milieu des années 60 par l'adoption de 2 lois, le Civil Rights Act, qui met fin à toute forme de ségrégation et de discrimination, et le Voting Rights Act, qui interdit la discrimination spécifiquement dans l'exercice du droit de vote. Est-ce qu'on peut dire, pour compléter ce tableau, un mot sur l'organisation de ce mouvement au sein de la communauté noire, Olivier ? Quelles sont les différentes sensibilités ? Merci pour ce petit rappel sur cette évolution entre 2 périodes, les années du mouvement des droits civiques proprement dit jusqu'à 65, et puis ensuite on passe sans doute un peu à autre chose avec les années du Black Power. Et donc les différentes organisations qui sont pour certaines anciennes, comme la NAACP, la National Association for the Promotion of Colored People, étaient fondées au début du XXe siècle, était une organisation plutôt des élites noires dans un premier temps, mais qui rencontrait un énorme succès, surtout durant la Seconde Guerre mondiale, dont le nombre d'adhésions a été multiplié par 10, et qui est devenue de fait une organisation de masse, même si elle continuait de privilégier essentiellement une action juridique. Elle se refusait à soutenir toute mobilisation de rue, toute manifestation. Et c'est sans doute pour ça que, après le boycott de Montgomery en 1955-56 avec Rosa Parks, Martin Luther King, etc., les pasteurs du Sud et des églises qui avaient soutenu ces mobilisations ont choisi de créer une nouvelle organisation, SCLC, Southern Christian Leadership Conference, précisément pour pouvoir, sur le succès qui avait été celui de Montgomery, pouvoir profiter de cette réussite pour élargir leur mobilisation à d'autres villes du Sud. Et puis, donc, mon ouvrage parle aussi
du dernier venu, si vous voulez, qui est fondé au début des années 60, le SNCC, le SNCC, le Student Non-Violent Coordinating Committee, qui est une organisation de jeunesse, une organisation étudiante qui a été fondée dans la foulée du mouvement des sit-ins, qui démarre en 1960. Plutôt que différentes, disons, sensibilités politiques, parce que finalement, ces différentes organisations, elles sont toutes des soutiens à un moment donné du Parti démocrate. C'est surtout des divergences sur les formes d'action et à la fin, finalement, sur les objectifs du mouvement même. On a vu quelques grandes dates, les grandes figures aussi, et puis ces organisations. Il y a d'ailleurs une liste des abréviations, des acronymes dans votre livre qui est utile pour se repérer dans cette galaxie du mouvement des droits civiques. Mais vous avez une approche un peu différente dans le livre. Vous avez eu des angles d'études un peu différents. Lesquels sont-ils ? En effet, parce que cette histoire, du point de vue d'une histoire des organisations, elle a déjà été beaucoup écrite, y compris surtout sur la NAACP. Et donc j'ai essayé de, comme le titre l'indique, une histoire populaire, j'ai essayé de mettre en avant une histoire vue d'en bas, une histoire dans la lignée du courant historiographique un peu développé par Howard Zinn, une histoire qui veut montrer les événements dans une autre perspective, pas celle des dirigeants, pas celle des organisations ou de la vie politique nationale, mais du point de vue des simples participants. Bien que mon livre aborde aussi des figures connues, mais du point de vue de leur action quotidienne, locale. Une autre originalité du livre, c'est que vous avez utilisé comme source de nombreux textes produits par les militantes et les militants eux-mêmes, notamment des autobiographies, des livres d'entretien. Et il m'a semblé même à la lecture de votre livre que l'autobiographie de la femme militante noire est un genre littéraire à part au sein des militants. Et donc chaque partie du livre comprend une analyse globale et suivie d'un ou de deux récits personnels donc qui donnent un exemple à votre démonstration. Est-ce que l'utilisation de ces récits personnels manquait jusqu'à présent à la compréhension du mouvement ? En tout cas, j'espère apporter ma petite pierre à ce développement d'une nouvelle réflexion et d'une complexification de cette histoire. Et ce qui est certain, c'est que ces récits sont extrêmement nombreux. Ces autobiographies, ils sont multipliés à partir des années 80. C'est un effet générationnel, c'est-à-dire que c'est toute une génération qui avait 20 ans dans les années 50-60 qui, environ à la retraite, s'est mis à raconter ses mémoires, y compris avec souvent l'idée de répondre à ce qui était déjà inscrit dans l'imaginaire national pour essayer de donner une autre version, leur propre regard sur les événements, leur propre manière de raconter cette histoire. Et donc il y a certaines années, il y avait jusqu'à 200 autobiographies d'anciens militants africains-américains qui étaient publiées. Donc c'est vraiment un moment autobiographique et j'ai voulu m'intéresser en fait à cette histoire en prenant ce biais, y compris parfois en interrogeant l'histoire de ces livres. Certains ouvrages sont publiés de manière confidentielle, un peu comme des pamphlets, des brochures publiés par des éditeurs marginaux, et d'autres sont au contraire devenus des grands succès de librairie. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, qui est intéressant de comprendre comment finalement ce moment autobiographique qui montre qu'il y a une contestation de la part des acteurs de cette histoire, de l'histoire telle qu'elle s'écrivait auparavant. On en donnera un exemple après, si vous le voulez bien. Le livre aussi interroge le temps long, parce que, évidemment, le mouvement des Noirs ne se limite pas à la décennie 54-65. Si on remonte au 19e siècle, l'esclavage est aboli par le 13e amendement de la Constitution en 1865, donc au sortir de la guerre de sécession. Mais plusieurs États du Sud vont assez vite chercher à restreindre les droits politiques et civiques des Noirs, soit par des mesures juridiques, qui sont désignées sous le nom des lois Jim Crow, soit par de l'intimidation, je pense aux activités du Ku Klux Klan, au lynchage. Et donc finalement, cette lutte des Noirs pour leurs droits, elle va s'enclencher dès la fin du 19e siècle. Et une décennie qui vous paraît importante, c'est celle des années 30, c'est-à-dire celle marquée par la Grande Dépression. Et vous dites que les années 30 sont importantes pour comprendre ce qui va se passer en 1950-1960. De quelle manière, que se passe-t-il dans cette décennie pour le mouvement noir ? Oui, en effet, voilà, j'ai voulu réinsérer l'histoire du mouvement des droits civiques dans une histoire beaucoup plus longue, et peut-être qu'il faut précisément choisir une appellation plus large, plutôt parler d'un mouvement de libération noire, d'un Black Freedom Movement, pour sortir des cadres classiques d'une histoire qui se contente finalement de rester sur un aspect du mouvement, le mouvement dans le Sud, le mouvement pour les droits civiques qui s'arrêtera en 65. Moi, j'ai voulu tracer des ponts jusqu'aux années 30 et en aval vers la période du Black Power. Et en effet, les années 30, elles expliquent largement la formation politique de toute une génération qui a 50 ou 60 ans
dans les années 50-60, une génération qui a été au contact d'organisations radicales, particulièrement des organisations marxistes ou nationalistes noires. Il faut rappeler que le Parti communiste a rencontré un grand succès dans ces années avec sa défense des 9 de Scottsboro, ces 9 jeunes qui avaient été injustement accusés de viol et condamnés à mort. Donc le Parti communiste se développe jusqu'à environ 90 000 membres à la fin 1940, et parmi lesquels plus de 10% sont des Africains-Américains. Les premiers élus noirs de Harlem sont des membres du Parti communiste. Donc il y a tout un tas de traditions politiques et de manières de faire et de répertoires d'actions de mobilisation qui ont été en fait initiées par cette gauche radicale, qu'elle soit du Parti communiste ou d'autres organisations, et qui a été transmise par la suite particulièrement à ces militants des années 60. Si on pense même à Rosa Parks, elle a, y compris aux côtés de son mari, sans doute connu ces comités de défense des 9 de Scottsboro dans les années 30. Cette génération de la gauche noire, elle disparaît en tant qu'organisation du fait du macartisme, mais elle est toujours présente dans les années 50-60. Les années 30, effectivement, c'est donc l'essor de la gauche radicale et puis le ralliement des Noirs au Parti démocrate. Le Parti communiste des États-Unis est fondé en 1929, vous l'avez cité, et rencontre un succès certain auprès de la minorité noire. Comment vous l'expliquez ? Oui, en effet. Donc le Parti communiste, il est fondé en 1920. Excusez-moi de vous reprendre en 1920, mais en 1929, il y a le début de son essor important. On peut dire que, pour reprendre une citation de l'ouvrage, finalement, les Noirs se tournaient vers le Parti communiste essentiellement parce que c'était les seuls Blancs qui avaient l'air de se préoccuper d'eux d'une manière ou d'une autre. Et de son côté, le Parti communiste inscrivait, à partir des années 20, dès le début, ce qu'il nommait la question noire, comme une priorité absolue, puisque les Noirs étaient désignés comme l'avant-garde de l'avant-garde, l'avant-garde du prolétariat, et la question raciale était analysée comme un outil aux mains du patronat pour diviser la classe ouvrière. Donc dans ce contexte, le Parti communiste va avoir un succès très important. Par exemple, sur cette défense des 9 de Scottsboro, une organisation comme libérale traditionnelle comme la NAACP refusaient dans un premier temps et pendant très longtemps de prendre leur défense, et donc elles laissaient la place à la gauche. Et la gestion de la question noire aux États-Unis par le Parti communiste était d'inspiration locale ou est-ce qu'elle était pilotée depuis Moscou ? Alors, elle s'inscrivait dans la politique mondiale de l'internationale communiste, c'est-à-dire que c'est à partir de la Révolution russe, la reconnaissance du droit à l'autodétermination des peuples opprimés. C'est cette politique qui avait été menée en Russie. Et c'est cette politique qui est appliquée aussi dans le contexte états-unien. Il faut savoir qu'un certain nombre de Noirs américains ont fait le voyage à Moscou à partir de 1923 et ont participé donc à différents congrès d'internationale communiste et à la rédaction des thèses, notamment la fameuse thèse sur la Black Belt, la ceinture noire, qui en fait revendiquait le droit à un État autonome à l'intérieur du Sud, du vieux Sud anciennement esclavagiste, un État autonome pour les Noirs américains. Donc c'était d'une certaine manière la position la plus radicale, qui n'était pas forcément applicable, mais qui était un signe symbolique que le mouvement communiste était intégralement en faveur de la libération noire. Vous écrivez, Olivier Maillot, qu'après la Seconde Guerre mondiale, je vous cite, « Sous les mandats de Truman et d'Eisenhower, les problèmes intérieurs sont tenus pour résolus, du fait de la prospérité. Le consensus libéral associe le libéralisme dans les domaines raciaux et sociaux au libéralisme économique, dans un double refus du communisme et du fascisme. » Donc c'est un tableau idyllique qui colle cependant mal avec la situation vécue par les Africains américains. Et cette lutte contre le communisme notamment, qui prend le nom de macartisme, du nom du sénateur Joseph McCarthy qui a sévi entre 1950 et 1954. Mais en fait, cette lutte contre le communisme, elle s'étend sur une période plus large, et elle va porter un coup très dur au mouvement des Africains américains. De quelle manière et à quel degré leur organisation est-elle impactée ? En effet, donc le macartisme, qu'on a souvent retenu comme une répression qui s'en prenait à la gauche, a ciblé également toute revendication qui mettait en avant d'une manière ou d'une autre l'égalité ou simplement la justice sociale. Ce type de mot d'ordre devenait extrêmement suspect et les personnes qui pouvaient tenir ce genre de discours étaient menacées. Donc, y compris les organisations, même les plus modérées comme la NAACP, ont dû procéder des sortes de purges où ils ont expulsé tout ce qui pouvait rappeler de près ou de loin
les années 30 et même les années du Rooseveltisme, hein, simplement des gens qui avaient été liés en fait aux années du New Deal. Le macartisme, c'était aussi sur le plan pas seulement des attaques donc, contre la gauche, mais aussi en ce qui concernait les organisations féministes, hein, c'était la mise aux normes d'une Amérique très patriarcale, blanche, hein, avec, on connaît ces images de la famille modèle dans son petit pavillon de la banlieue. Voilà, c'est une Amérique qui se veut prospère, qui se veut démocratique et qui met de côté tous ceux qui pourraient rompre cette image idéale. Dans le même temps, il est promis en fait aux organisations noires et au mouvement noir américain une évolution graduelle et lente vers l'égalité dans la mesure où celles-ci accepteront ce contrat du consensus libéral, hein, du consensus de la guerre froide, qui est d'associer en fait, d'accepter le libéralisme et donc le combat contre l'URSS, en échange de quoi on reconnaîtra finalement des droits. Parmi la galerie de portraits que vous présentez et qui agrémente la lecture du livre de même qu'ils aident à comprendre les événements, il y a par exemple celui d'Esther Cooper Jackson, qui fut justement une militante du Parti communiste des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous raconter son parcours ? Esther Cooper Jackson est une intellectuelle. Elle a en cours des très brillantes études à Fisk et avait entamé même un projet de doctorat. Et puis finalement, son rôle dans les mobilisations du Sud à partir de la fin des années 30 l'ont amené à exercer des responsabilités au sein de ce qui était à peu près, si vous voulez, comme les jeunesses communistes. Et elle va participer à la fondation d'une organisation qui s'appelle le SNYC, SNYC, le Southern Negro Youth Congress, qui était donc une organisation liée au PC, et qui va mener des actions durant, y compris toute la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une figure intéressante parce qu'on voit la dimension aussi internationale de ces mobilisations noires, puisque cette Esther Cooper Jackson va participer à de nombreux congrès mondiaux des femmes, etc., dans le cadre de la mouvance communiste. Elle donne des conférences dans tout le pays, et finalement, d'un seul coup, après 48-49, elle est réduite à un rôle absolument mineur, puisque le macartisme est passé par là, que son organisation a été détruite, et qu'elle doit se réfugier d'une certaine manière à Harlem pour échapper aux poursuites politiques, quoi. On le voit, elle a quand même un vrai bagage intellectuel, idéologique, et on la voit dans le livre à travers une brochure qu'elle fait publier pour aider à réclamer en fait son mari qui est recherché par les autorités. Et dans cette brochure, dans cette supplique, elle semble se réduire à un rôle d'épouse et de mère. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Il était, dans le contexte de ces années de la guerre froide, il était trop difficile d'affronter dans le même mouvement les violences raciales, le racisme, les injustices liées au racisme, et de contester aussi le système patriarcal et en fait le sexisme qui dominait. Donc ce sont des choix politiques à cette époque de la part, y compris de la gauche, de s'intégrer dans une espèce de système qu'ils appelleront familialisme, hein, de faire mine en fait d'accepter les valeurs américaines, et en fait on revendique l'égalité pour les Noirs au nom de l'intégration pleine et entière à la société américaine. Donc tout le reste des aspects qui peuvent être choquants ne sont pas contestés. Par ailleurs, Esther Cooper était une féministe et dans sa vie personnelle, elle avait une relation très égalitaire dans son couple. Hein. Elle était d'ailleurs une leader politique. Donc on voit bien qu'il y a un écart très important en fait, entre l'image qui est donnée à l'extérieur et puis la réalité des engagements féministes de ces militantes. Ces revendications féministes font l'objet de la deuxième partie de votre livre qui s'intitule « Qui gardera les enfants ? Le mouvement au féminin ». Vous avez parlé des leaders et donc vous définissez les leaders comme ceux qui ont accès aux médias et ceux qui ont une audience à l'échelle nationale. Et on voit effectivement que les principaux leaders, ceux qui sont connus, qui passent à la radio, à la télé, qui ont un accès à Washington, sont tous des hommes. Je ne sais pas si c'est pratiquement tous des hommes ou exclusivement tous des hommes. Je n'ai pas en tête de contre-exemple féminin. Et donc, quel est le rôle qui est dévolu aux femmes dans le mouvement des droits civiques ? Oui, en effet, ce sont tous des hommes. Hein. Si on prend par exemple la marche de 63 à Washington, les 6 leaders des 6 organisations principales qui l'organisent sont des hommes, hein. Et cela a donné lieu à une protestation de la part des militantes qui ont créé à ce moment-là des réunions pour protester officiellement contre la manière d'organiser cette marche.
Alors ça ne signifie pas que le machisme soit particulièrement plus fort ou plus important dans la minorité noire. C'est le contexte de l'époque où l'accès aux médias, l'accès à la grande presse est en effet réservé aux hommes, et les femmes jouent un rôle souvent intermédiaire à l'échelle locale. Et donc elles ont été marginalisées de fait. Et un autre aspect qui est sans doute très important, c'est que dans cette période, le racisme est, du point de vue des grands médias, y compris des libéraux, la faute est rejetée sur les victimes du racisme, la faute est rejetée sur la minorité noire à travers un discours moralisateur. C'est-à-dire qu'on va expliquer finalement que le racisme est lié au dysfonctionnement du ghetto et de la vie familiale des Noirs. C'est parce que il y a une forme de matriarcat qui aboutit à des couples disjoints, à des couples monoparentaux. C'est parce qu'il y a ce matriarcat des femmes noires, finalement, que la famille noire américaine serait dysfonctionnelle. Et c'est parce que la famille noire américaine est dysfonctionnelle que les Noirs ne parviennent pas à réussir pleinement dans la société américaine. Donc tout ce discours qui est de rejeter la faute, rejeter la responsabilité sur les Noirs américains. C'est un discours extrêmement classique qui, d'une certaine manière, perdure encore aujourd'hui. En partie, il a été fondé sur une mauvaise interprétation du rapport Moynihan, qui était un rapport commandé par les démocrates en 63-64. Et donc ce rapport, en fait, a ensuite était la base, le fondement d'une image complètement fausse d'une famille africaine-américaine qui serait dysfonctionnelle naturellement du fait d'un héritage peut-être lié à l'esclavage et au fait que les familles noires étaient séparées. En réalité, quand on regarde de près, les couples monoparentaux sont évidemment beaucoup plus nombreux chez les Africains-Américains, mais c'est essentiellement lié aux conditions du marché de l'emploi, parce que les 3/4 des hommes sont simplement obligés de quitter leur famille pour aller trouver du travail ailleurs. Le machisme et le sexisme est souvent aussi quelque chose qui est un peu porté par le système social américain, puisqu'il est demandé aux hommes noirs d'être des bons pères de famille, surtout sur le plan de la responsabilité financière. On leur demande de subvenir aux besoins de leur famille, et de fait, on les met devant une tâche absolument impossible, puisqu'ils ne peuvent pas, très souvent, ils ne peuvent pas trouver d'emploi stable, ils ne peuvent pas trouver d'emploi près de chez eux, et sont amenés à changer d'état, à se déplacer, etc. Donc cette situation, elle est y compris mal vécue par les hommes noirs, qui sont devant cette espèce de dilemme. Oui, il y a une injonction au virilisme, se montrer un vrai homme, mais en même temps, il ne peut pas le faire voilà. dans son foyer. Il y a cette espèce d'impasse, d'aporie, on leur demande de réussir, et ils n'ont pas, dans la situation de la société américaine de l'époque, c'est juste impossible pour eux. Et les femmes, alors, dans le mouvement noir, que font-elles en pratique en termes de militantes ? Parce que vous avez dit, donc, elles n'ont pas accès aux médias, elles ne font pas les grands discours. Donc, est-ce que c'est un rôle quotidien qui leur est dévolu, c'est ça ? Oui, elles sont souvent cantonnées dans un premier temps à des rôles genrés, particulièrement au sein des organisations comme la NAACP. Je parle beaucoup dans mon livre de Ella Baker, qui était une militante qui avait été une de celles précisément formées aux idées radicales dans les années 30 et qui a toujours refusé cette mise de côté, ce qui fait qu'elle a dû finalement quitter la NAACP parce qu'elle ne supportait pas le leadership masculin au sein de cette organisation. Elle a ensuite été une conseillère proche de la SCLC, elle a travaillé pour la SCLC, elle était aux côtés de Martin Luther King, mais de même, elle n'avait de cesse de dénoncer le sexisme de cette organisation et de son fonctionnement. Donc ces femmes sont y compris des leaders, des stratèges, des auteurs, des intellectuels, mais on les renvoie à des tâches d'organisation, de secrétariat, de bureau, à l'arrière-plan. Et donc, comment s'articulent alors les revendications féministes avec les revendications des Noirs ? Est-ce qu'elles sont en opposition ou est-ce qu'elles sont en convergence ? Vous employez le terme d'intersectionnalité des luttes. Est-ce qu'on peut l'appliquer à ce cas-là ? C'est vraiment ces années du Black Power qui vont donner naissance à cette réflexion, parce que dans un premier temps, dans la période du mouvement des droits civiques, l'essentiel des militantes ont accepté cette espèce de marché un peu de dupe, qui était de mettre en arrière leurs propres problèmes, leurs propres questionnements en tant que femmes pour réaliser l'unité du mouvement noir.
Et c'est surtout à partir de 63-64, surtout avec l'organisation dont je parlais, le SNCC, le Student Non-Violent Coordinating Committee, c'est surtout à partir de ces années-là, et de ce mouvement des jeunes, qu'on va voir surgir précisément des militants qui, là, refusent de rentrer dans le cadre et dénoncent de plus en plus ouvertement le comportement des leaders. Et c'est dans ce contexte-là que va naître le féminisme noir américain. Et c'est lui qui donne vraiment naissance à cette conceptualisation de l'intersectionnalité. Alors, qui dit femme dit nécessairement Rosa Parks, parce que même si vous faites une histoire populaire, une histoire par le bas, évidemment, vous n'éludez pas cette figure importante, ne serait-ce que parce qu'elle apparaît dans le titre. Son rôle a souvent été réduit à cette fameuse journée du 1er décembre 1955, où elle refuse de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery en Alabama. Ce que l'on sait moins et que vous racontez, c'est qu'elle a aussi été une militante active toute sa vie durant. Oui, en effet, d'abord, elle était, dès les années 30, aux côtés de son mari, elle était dans des organisations qui soutenaient les métayers dans le Sud, dans des situations qui pouvaient y compris être dangereuses. Et ce qui me semble intéressant aussi, c'est de rappeler qu'une de ses premières actions, ça a été de soutenir une jeune fille qui avait été agressée sexuellement par des hommes en 1946, Recy Taylor. Donc elle s'est déplacée, puisqu'elle faisait partie de la NAACP, elle s'est déplacée pour aller monter un dossier pour précisément essayer de tenter un procès contre les agresseurs. Et c'est vrai qu'on retient trop souvent en fait son image de femme présentée comme d'un certain âge, assise tranquillement dans un bus, alors qu'en réalité c'est une militante qui, bien au-delà en fait uniquement la période du boycott, a toute sa vie durant été active et militante. Elle est partie, elle a dû quitter Montgomery au début des années 60 pour s'installer à Détroit, où elle a été politiquement active pendant plus de 50 ans. Donc son image figée sur un seul instant de sa vie, elle la cantonne à un rôle de, entre guillemets, de pauvre victime. D'ailleurs, c'était vraiment la politique des pasteurs noirs dans les événements de Montgomery, puisqu'on lui avait même quasiment refusé l'accès à la tribune. Elle a parlé 2 ou 3 fois, quelques minutes, mais c'était tout. Oui, parce que l'image à laquelle vous faites référence, c'est la fameuse photo où elle est dans un bus avec derrière simplement un passager blanc. Ça, c'était le 21 décembre 1956, donc un an après son refus de céder sa place. Donc on est à Montgomery, en Alabama. Il y a un mouvement qui se crée de boycott des bus par la communauté noire. Et un an après, ce boycott triomphe et donc des milliers de Noirs montent dans les bus. Et Rosa Parks monte dans le bus seulement le lendemain, parce que je crois qu'elle était malade ce jour-là. C'est ça ? Alors en fait, on revient encore précisément au rôle des femmes, puisqu'elle était le jour de la victoire. Elle devait s'occuper de sa mère qui était malade, donc elle était vraiment dans un rôle féminin. Et c'est sa mère qui était malade. Du Caire, voilà. Et donc elle n'a pas pu même participer en fait au triomphe du boycott. Et finalement, elle est photographiée le lendemain dans cette image qu'on connaît souvent, assise, pensive, qui regarde à travers la fenêtre. Elle est photographiée dans une forme de petit montage, finalement, puisque les photographes lui ont demandé de se positionner dans un bus qui avait été spécialement affrété par Magnum pour réaliser ce cliché. Et donc, on l'instrumentalise et elle va écrire un ouvrage en 1992, Rosa Parks, My Story, qui est coécrit avec un certain Jim Haskins. C'est l'un des récits personnels qui émaille donc votre livre. Pourquoi est-ce qu'elle l'a écrit aussi tard, alors qu'elle a pratiquement 80 ans ? Et qu'est-ce qu'elle dit de son récit et de ce moment bien particulier pour elle ? C'est un ouvrage qui est vraiment intéressant, qui se présente comme quelque chose de court et de très, très accessible, mais dans lequel je pense qu'il faut lire souvent entre les lignes, qui est en fait du côté de ses désaccords avec certaines actions, et on peut comprendre en la lisant la conscience qu'elle avait du fait que son image a été largement utilisée, y compris parfois un peu contre son gré. Il faut savoir que son manuscrit inclut un chapitre qui n'a finalement pas été inclus dans la publication. Et dans ce chapitre, elle parle des années terribles où, juste après le boycott, elle perd son emploi, licenciée évidemment puisqu'elle travaillait dans un magasin tenu par des Blancs. Elle perd son emploi et elle reçoit extrêmement peu de soutien de la part des leaders noirs de Montgomery. Donc elle est au bout de 2 ans contrainte de quitter la ville
parce qu'elle est à la fois un peu en danger et puis aussi au chômage, et qu'il est clair qu'elle ne trouvera plus jamais d'emploi dans cette ville. Donc on peut à travers la lecture de cette autobiographie, comprendre à travers certains non-dits, comprendre précisément les tensions qui traversaient le mouvement pour les droits civiques. Voilà. Il faut noter que ce livre a été publié en français récemment, il y a moins d'une dizaine d'années, et donc il est facilement trouvable et c'est vraiment une lecture intéressante. La photographie devient un support de communication essentiel dans ces années-là. D'autres photos sont devenues iconiques, certaines que vous reproduisez dans les pages illustrées du livre et d'autres que vous ne reproduisez pas parce qu'elles sont protégées par le copyright, mais il y a le lien pour les retrouver. Je pense par exemple à celle d'Elizabeth Eckford, la fille qui se rend à l'école de Little Rock et qui se fait dévisager par la foule et insultée par une femme blanche. D'autres sont très célèbres aussi. Et vous analysez la signification de ces photos. Est-ce que la plupart des Noirs qu'on y voit font figure de victimes ? Oui, alors il y a deux périodes vraiment sur cette histoire de la mise en image du mouvement. On peut dire qu'il y a une première période liée jusqu'en 64 au soutien en fait libéral de la grande presse libérale du Nord, des grands journaux depuis le Washington Post, le New York Times, au soutien au mouvement des droits civiques. Et dans ces photos, en fait, les Blancs sont montrés comme des barbares, incultes, violents. Et les Noirs sont des victimes expiatoires que le FBI ou les libéraux du Nord vont venir sauver, en fait. Donc, à la fois, ce sont des images qui sont favorables aux mobilisations noires, mais c'est aussi une manière de les présenter comme complètement passifs et souvent dépourvus de toute capacité d'agir, de toute agency. Alors que dans un deuxième temps, à partir du début des années 60, il va y avoir une nouvelle manière de se saisir des images, particulièrement, encore une fois, avec le SNCC, le SNCC, qui va même créer une petite agence photographique avec 8 photographes qui vont développer des clichés qui donnent vraiment une image de plus en plus différente de leur mobilisation et qui mettent en avant précisément leur capacité d'agir et à celles qu'on connaît mieux, des images du Black Power, où là, avec les Black Panthers, on est vraiment dans une provocation qui est d'abord visuelle. Voilà, mais je pense que ce qui est important, c'est de comprendre que finalement, à travers cette analyse des photographies, on peut retracer finalement une histoire des différentes politiques au sein du mouvement noir. Et si on réfléchit un petit peu en reculant sur tout ça, le racisme, dans le fond, c'est une question de représentation, de la manière dont on représente l'autre et la manière dont on est montré. Et donc l'enjeu de contrôler l'image qu'on donne à l'extérieur, c'est l'enjeu central en fait du combat contre le racisme. Oui, et c'est très intéressant ce que vous dites, Olivier Maillot, c'est que ces photos, elles sont aussi destinées aux Blancs du Nord et pas simplement à usage local auprès des Noirs du Sud. Et donc, quelque part, ça va aussi confirmer les stéréotypes que les Blancs ont des Noirs. Mais bien sûr, oui, ce qui compte le plus, c'est sans doute le contexte de publication de ces images. C'est-à-dire certaines sont publiées dans la grande presse libérale et qui montrent en fait le rôle des sauveurs blancs. Sauveurs, encore une fois, puisque l'abolition de l'esclavage et également l'Union, les troupes fédérales qui vont sauver les Noirs américains de l'esclavage et des confédérés. Donc là, avec le mouvement des droits civiques, les grands médias, la presse libérale, elle rejoue en fait cette histoire une seconde fois. C'est-à-dire qu'encore une fois, le Nord va donner sa liberté aux Noirs. Et on trouve aussi d'autres images qui, elles, sont publiées dans la presse militante des organisations noires, qui là divergent sur la manière de montrer leur action, y compris par exemple, un simple exemple, c'est la place des femmes. On va trouver beaucoup plus de photos de militantes précisément dans ces journaux du SNCC. On sait quel impact ces photos ont eu à l'époque, parce qu'aujourd'hui certaines sont très connues, sont devenues iconiques, mais à l'époque, est-ce qu'elles ont suscité de l'émotion ? Oui, on est dans les premières années de la télé et la presse, elle joue encore un rôle extrêmement important, même si la télé est déjà présente. La presse et la photographie sont essentielles à donner cet écho médiatique. Et en fait, il y a un jeu qui est tout à fait conscient de la part des leaders, particulièrement de Martin Luther King, un jeu avec les médias. Il s'agit dans leur stratégie de créer des situations de tension pour obtenir l'intervention fédérale et l'intervention des médias et donc créer un scandale national. Et donc les différentes campagnes de King à Montgomery, puis Selma, etc., sont souvent fondées sur ce même schéma où la presse et les images sont mobilisées afin de démontrer en fait la barbarie sudiste.
On en vient, Olivier Maillot, à la troisième et dernière partie de votre livre, qui s'intitule Les années radicales du SNCC au Black Power, donc qui a trait essentiellement au rôle des étudiants. Le SNCC, je rappelle l'acronyme, c'est le Student Nonviolent Coordinating Committee. C'est l'une des principales organisations étudiantes qui est fondée en 1960 sous l'impulsion d'une femme, justement, vous l'avez citée, Ella Baker, qui au départ était une ancienne directrice de la Confédération de Martin Luther King, le SCLC, et qui va fonder une organisation étudiante. Comment ces organisations étudiantes s'articulent avec les organisations, entre guillemets, adultes? Est-ce qu'elles sont indépendantes? En quoi elles se singularisent, en fait? C'est vraiment à partir de 1960 l'irruption de la jeunesse des universités noires du Sud. On a, à partir du mois d'avril 1960, une vague de sit-in, dont le plus connu est celui de Greensboro, en avril 1960, mais qui ensuite va toucher des dizaines de milliers d'étudiants noirs, mais aussi blancs, qui les rejoignent dans les sit-ins. Et c'est cette mobilisation qui donne naissance au SNCC. Dans un premier temps, les organisations anciennes, celles des aînés, celles de King ou la NAACP, ont comme objectif de prendre en fait sous leur coupe ce mouvement des jeunes et de les utiliser. Et c'est grâce à l'action particulièrement de Ella Baker que cette organisation de jeunesse va pouvoir se développer de manière autonome et évoluer extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on est dans un premier temps sur une organisation très marquée par le pacifisme radical et la théologie. Et en quelques années, le SNCC devient une organisation de jeunesse qui va un peu brasser les slogans plus radicaux des années 60 contre la guerre du Vietnam, pour le socialisme et autres. Oui, effectivement, on le voit dans le livre, une vraie fracture générationnelle entre les jeunes des années 60 et leurs prédécesseurs des années 30 et encore plus ceux au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Quels sont les nouveaux objectifs de lutte et les nouvelles formes de lutte que les jeunes mettent en place? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, il y a à la fois deux périodes, mais il y a aussi une continuité, c'est ce que j'ai voulu montrer dans l'ouvrage, que la césure entre un mouvement des droits civiques et des années qui seraient soi-disant des années perdues, une violence inutile du Black Power, cette césure, elle est en partie artificielle, et précisément l'histoire du SNCC permet de retracer cette évolution, de cette radicalisation. Et donc ces jeunes, en fait, ils vont, dans leur combat, se retrouver en fait dans un premier temps dans les mêmes stratégies que celles de King, d'aller essayer d'obtenir le soutien démocrate, mais sur le plan juridique, c'est le succès des lois de 64 et 65. Cependant, dans la pratique et dans la réalisation, rien n'a changé pour la minorité noire à cette époque. Et alors que les Noirs du Mississippi se sont organisés pour fonder un parti démocrate noir, un Mississippi Freedom Democratic Party, et réclament donc aux instances démocrates en 64 leur représentation à parité au sein du mouvement démocrate, ça leur est refusé. Donc ça a été une rupture très importante. C'est le congrès d'Atlantic City, durant lequel en fait ces jeunes se rendent compte que pour les démocrates et pour les libéraux blancs, le mouvement est terminé et ils ont été maximum de ce qu'ils pouvaient concéder aux Noirs américains. Et c'est une déception très brutale pour les jeunes africains-américains, les jeunes militants du SNCC, qui vont, pour certains, se tourner vers vraiment le nationalisme, pour d'autres, y compris refuser d'adresser la parole même à un blanc, y compris certains leaders du SNCC, comme Robert Moses. Donc les objectifs vont évoluer en fait vers des objectifs beaucoup plus larges, plus simplement la question des droits, mais aussi revendiquer une égalité économique. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le droit de s'asseoir à la table, mais il s'agit également de la capacité de pouvoir payer son repas. Oui, vous dites que rien n'a changé pour eux. Effectivement, ces années 65 où les lois d'égalité des droits sont votées sont aussi celles des accès de violence, comme par exemple les émeutes de Watts à Los Angeles. Donc on voit effectivement que la situation n'est pas très bonne pour eux. Un autre peut-être indice de la radicalisation de ces étudiants, c'est justement pendant la marche sur Washington en août 63, où toutes les organisations sont représentées. Le soutien des étudiants était normalement recherché par les organisations adultes, ou plutôt leur récupération, mais on voit que le président du SNCC, John Lewis, lui, est complètement mis à l'écart. En effet, cette marche sur Washington a été présentée comme l'apogée, le moment phare du mouvement. En réalité, du point de vue des jeunes, qui étaient un peu l'aile marchande du mouvement, les jeunes du SNCC,
il voit ça en partie comme, dans une certaine mesure, comme une farce, puisque c'est la célébration d'un mouvement qui est en train de triompher avec le soutien des démocrates, mais sur le terrain, dans le Sud, la violence raciale, elle reste extrêmement présente. Plusieurs jeunes ont déjà été assassinés. Et en tant que tel, l'organisation, le SNCC, n'a pas décidé d'accepter même de participer à la marche. Donc son leader, son porte-parole, John Lewis, il vient à titre personnel et le discours qu'il a préparé, qui dénonçait de manière très radicale les blancs sudistes, et son discours est expurgé à la demande en fait des organisations modérées qui refusent qu'il puisse tenir de tels propos à la tribune. On voit, avant de terminer, donc, qu'il y a une rupture avec les libéraux dans ces années 64-65. Le slogan Black Power, d'ailleurs, je le note, date de 1966. Je voulais faire un parallèle avec la situation actuelle, parce qu'on voit que le combat n'est pas terminé. On a tous en tête le meurtre de George Floyd par un policier blanc en mai 2020, et qui met en lumière le mouvement Black Lives Matter, qui existait en fait depuis 2013. 2013, on l'apprend dans votre livre, c'est aussi l'arrêt de la Cour suprême Shelby versus Holder, qui revient sur certaines dispositions de la loi de 1965 sur le droit de vote, et qui permet aux États de pouvoir modifier les dispositions, leurs règlements électoraux. Et donc, vous donnez le chiffre de 6 millions d'Américains qui, en 2018, ont été exclus des listes de vote. Et évidemment, il y a une surreprésentation des Africains-Américains dans ces personnes-là. Comment est-ce que vous expliquez que le combat perdure 50 ans après ? C'est aussi un peu ce que j'ai voulu montrer. Je pense que, dans une certaine mesure, les limitations du mouvement pour les droits civiques et la manière dont il a été cantonné à des objectifs essentiellement juridiques et la manière dont finalement ces mobilisations sont devenues des mobilisations pour les droits, donc qui situent le problème sur une question individuelle, une question juridique, ce qui est très traditionnel aux États-Unis. Bien sûr, les questions sociales se règlent souvent au tribunal, mais cette manière d'orienter le mouvement vers la question des droits a finalement limité la portée de ces mobilisations. Alors que ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que précisément, elle faisait partie de mobilisations sociales bien plus larges, bien plus amples, qui les liaient au mouvement des femmes, qui les liaient à la gauche américaine. Et finalement, les problématiques de l'époque, de la fin des années 60, sont toujours les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que le mouvement pour les droits civiques a permis à une élite noire d'accéder, y compris à la présidence, mais la situation de plus de la moitié des Africains-Américains reste dramatique. Donc les questions qui étaient posées par les années du Black Power ne sont toujours pas résolues, bien sûr. On a beaucoup parlé, Olivier Maillot, au cours de cet entretien de l'image, des photographies. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la photographie de la couverture ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle représente et pourquoi vous l'avez choisie ? Oui, alors on a une photo d'un des cortèges de la marche de 63 à Washington, de fin août 63. Et donc là, c'est précisément le cortège de UAW, c'est-à-dire du syndicat de l'automobile, UAW. Il me semblait intéressant de montrer que, y compris ce mouvement syndical, ce sont de nombreuses femmes. On voit, peut-être que c'est une image qui est un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait penser sur l'industrie de l'automobile et l'UAW, mais on voit de nombreuses femmes qui marchent avec des pancartes. Et cette image, elle a aussi le mérite de rappeler que la marche de 63, c'est la marche pour l'emploi et l'égalité. C'est for job and justice, pour l'emploi et la justice. Donc les pancartes qu'elles brandissent portent essentiellement sur les salaires, l'emploi, aussi l'égalité juridique. Mais ça permet, je pense, de faire le lien entre les questions sociales et les questions d'inégalité raciale. Et pour terminer, alors qui dit image dit photo, mais aussi film, vous citez d'ailleurs à la fin du livre plusieurs films qui vous ont servi de source. Pour terminer donc sur une note un peu plus légère, est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux recommandations de films qu'il faudrait voir en rapport avec ce lien ? Bien sûr, on peut penser à tous les films de Spike Lee. Maintenant c'est peut-être un peu ancien, ou à ceux de John Singleton avec Boys in the Hood. Mais plus récemment, on a eu, y compris par le réalisateur haïtien et français Raoul Peck, on a eu I'm Not Your Negro, qui est vraiment un excellent film, qui décrit le parcours de James Baldwin. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Il y a une dizaine d'années, avec Julie Dash, il y avait Daughters of the Dust, qui était un très bon film aussi. Inversement, je pourrais aussi dire ce qui m'a
plutôt déplu, c'est un film comme Detroit par Bigelow, qui décrit les émeutes de Détroit, mais qui place en fait la violence policière sur un plan purement psychologique et individuel, sans du tout donner le contexte social. Donc ça m'a semblé être un peu limité. Voilà. Et puis peut-être encore un auteur, si j'ai le temps, ça serait d'évoquer un auteur qui est désormais assez âgé, je pense qu'il doit avoir 83 ans, c'est Charles Burnett, qui a fait partie d'un mouvement de cinématographie qui s'appelait la LA Rebellion, la rébellion des réalisateurs africains-américains de Los Angeles, et qui a 3 ou 4 films qui sont extraordinaires. Il y a My Brother's Wedding ou The Glass Shield. Tous ces films sont assez difficiles à visionner, mais sont vraiment excellents. Bon, ça nous fait quelques heures quand même là devant nos écrans. Mais avant de regarder les écrans, je conseille quand même la lecture de votre livre. Merci beaucoup Olivier Maheo d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous Hassan Moubarak. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, et merci surtout pour votre travail sur ce podcast qui est vraiment extrêmement intéressant. Voilà. Merci. Je recite le titre de votre livre, De Rosa Parks au Black Power. Une histoire populaire des mouvements noirs, 1945-1966. C'est aux éditions des presses universitaires de Rennes, la collection des Amériques, déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.